Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. On va attaquer les nouvelles, puis après on va faire l'analyse technique des différents graphiques que j'ai à vous proposer. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez, ça aide au référencement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite. On revient sur FTX. SBF, donc l'ancien CEO de FTX, s'est exprimé lors d'une interview au New York Times et confirme avoir utilisé les fonds des utilisateurs de FTX pour renflouer Alameda. Alors, chose qui, on s'en doutait fortement, là ça a été confirmé par ses propres dires. Il n'a pas expliqué le nombre de milliards de dollars qui ont été impactés. On sait qu'on a un trou quand même de 8 milliards à peu près sur FTX, donc ça reste quand même énorme, on attend d'avoir plus d'informations par la suite. Il explique aussi travailler avec les enquêteurs et la régulation pour aider les clients FTX. Personnellement, je pense plus que c'est une opération de com. Rappelons quand même qu'un grand nombre de petits portefeuilles sont encore coincés chez FTX, donc avec quand même énormément de fonds qui sont loqués, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup d'institutionnels et de sociétés, c'est un petit peu ce que l'on a peur actuellement. C'est deux choses, un, qu'on ait des effets de contagion avec le fait qu'il y ait des trésoreries de sociétés bloquées dans FTX, et deux, le fait que, en effet, étant donné que ça touche des institutionnels, qu'à un moment donné, on a une régulation excessivement forte qui arrive et qui frappe de plein fouet, justement, l'univers des cryptos. Alors, on va avancer un petit peu, parce que cette affaire FTX a donné aussi un spotlight un peu particulier à CZ. Ça veut dire qu'il est quand même très très présent dans le panorama médiatique actuellement. Alors oui, c'est sûr, c'est lui qui a donné le go pour la cassure de FTX, mais ça n'empêche qu'on le revoit dans pas mal de choses, comme par exemple la création d'un fonds de soutien avec d'autres acteurs du marché pour les sociétés du marché de la crypto. Il est en train de travailler avec Vitalik Buterin, donc le créateur de Ethereum, un des créateurs d'Ethereum, pour la création d'un nouveau type de Proof of Reserve qui permettrait de déterminer justement de façon certifiée l'état des réserves d'un exchange. Il fait des prises de parole régulières sur l'état du marché au niveau de son Twitter, et notamment il a fait toute une MEA, donc une question-réponse il y a peu sur Binance et sur l'état du marché. Et il a fait par exemple la création d'un groupement d'acteurs du marché de la crypto pour agir sur la régulation. Et là actuellement ils sont en train d'interagir pour essayer justement de calmer la régulation qui risque d'arriver très très fortement à cause de FTX. Alors, bien qu'il nous confirme justement que son principal objectif n'est pas de saboter les autres exchanges, mais de favoriser plus la mass adoption, il faut comprendre que à l'heure actuelle, les autres exchanges, vu la part de Binance sur le marché de la crypto, en effet, ça représente très très peu d'augmentation pour Binance. Par contre, la mass adoption représenterait en effet quelque chose de colossal, et c'est pour ça que je pense que c'est logique de travailler sur la mass adoption plutôt qu'aller casser du concurrent, mais il est évident que le grand gagnant à l'heure actuelle de la chute de FTX, c'est CZ. C'est même pas Binance, c'est CZ à l'heure actuelle avec son influence. Il a augmenté son influence dans le monde de la crypto et maintenant certainement dans le domaine de la politique, qu'il se positionne comme un médiateur de l'ensemble du monde de la crypto par rapport aux politiques, chose que Sam, SBF, faisait avant avec son positionnement, notamment avec les régulateurs. Là actuellement, CZ est en train de reprendre cette position autrement, ce qui est peut-être positif, mais aussi moi qui me fait poser pas mal de questions. Notamment, n'est-il pas antinomique pour un monde qui se veut décentralisé, qui est le monde de la blockchain, de dépendre autant d'une seule et unique personne? Parce que je ne parle même pas de l'institution Binance, je parle de la personne CZ. Actuellement, je rappelle qu'il a plus de 7 millions d'abonnés Twitter, que le City, donc le crypto Twitter, réagit excessivement fort à ses tweets, donc on se retrouve sur quelqu'un qui a une force d'influence sur le monde de la crypto qui est juste colossale, et moi ça me fait poser des questions. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? À côté, on repart sur la partie macro avec des licenciements comme d'habitude dans les géants qui continuent. Après les purges de Twitter et de Meta, c'est le tour d'Amazon avec plus de 10 000 employés, donc ça fait quand même beaucoup de tech qui se retrouvent actuellement, plus de 25 000 employés spécialisés dans la haute technologie qui se retrouvent sur le marché du travail. Je pense que ça va être très compliqué dans les mois à venir pour retrouver du taf dans ces secteurs-là, en tout cas du côté américain. Ensuite, nous avons une grosse news qui est la rencontre Xi-Biden, donc Chine-USA, qui est positif
pour le marché, clairement positif pour le marché. Ce serait même, on pourrait le dire, une diminution potentielle des tensions entre les deux superpuissances. On n'oublie pas qu'il y a une lutte économique qui est très très forte, sans parler des tensions géopolitiques autour de Taïwan, et le fait d'avoir un apaisement des tensions permettrait justement d'avoir un redépart, une accélération, en tout cas des marchés financiers, qui allégerait justement cette chape de plomb très très forte que l'on a avec notamment la Fed et la guerre en Ukraine, Russie-Ukraine, mais du coup qui allégerait un petit peu cette partie de tension sur justement autour de Taïwan qui pose problème et justement qui donne une forme d'incertitude très très forte au niveau du marché, parce qu'on peut se dire que c'est la prochaine étincelle qui pourrait justement embraser toute l'Asie, et donc justement le fait d'avoir des échanges et d'avoir une communication, c'est le premier pas pour justement une désescalade, et c'est en tout cas ce qui en ressort de cette rencontre et ce qui est positif. Alors, nous avons terminé les nouvelles, on va attaquer la partie technique, mais avant, je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit, c'est un lieu d'échange sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Je rappelle en commentaire et en description. Et pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, continuer à se former tout en me soutenant et tout en soutenant le Discord, nous avons mis en place un premium avec plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurée autour d'un parcours pédagogique qu'on incrémente toutes les semaines, donc ça augmente toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses sur les différents coins, des lives hebdomadaires et des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein d'autres contenus importants pour avoir justement la bonne information et progresser. Je vous mets une vidéo explicative en haut à droite pour les curieux et on attaque tout de suite la partie technique. Partie technique qui commence par notre rappel Heliotis vague 1, 2, 3, 4, 5. Terminé en avril 2021, nous sommes actuellement sur le retracement ABC structurel sur lequel nous avons une B avec extension, C avec extension classique, où nous avons cassé l'extension 382 et on est en train de travailler potentiellement le niveau en dessous pour justement le CME, et on va discuter qu'il y a quand même des écarts entre le CME et le BTC. Je vous l'ai expliqué hier, donc forcément on va avoir deux types d'analyses qui risquent d'être un petit peu différentes. Aujourd'hui je comptais faire un petit point rapide sur l'état du mining. Je rappelle, le BTC est une industrie, donc le Bitcoin, pour pouvoir être créé et sécurisé au niveau du réseau, il faut qu'il y ait des mineurs, et le minage de BTC est une industrie lourde avec des forts investissements et qui définit aussi, qui joue énormément plutôt dans le prix que l'on met dans un BTC. Et là, à l'heure actuelle, je vous ai fait plusieurs simulations, on va voir ça ensemble, c'est le petit trait qui est vert. Il faut comprendre qu'il y a trois vecteurs qui déterminent en fait le prix d'un BTC au niveau du minage. Il y a bien évidemment le coût électrique que l'on a, et ensuite on a deuxième importance, on va avoir le type d'infrastructure que l'on a, c'est-à-dire est-ce qu'on a un parc d'ASIC, donc c'est les ordinateurs qui servent à miner, qui vont être justement dernière génération ou médium ou justement de première génération, qui va influencer énormément sur le coût, et ensuite on va avoir l'impact des financements effectués. Alors il faut comprendre que déjà les ASIC tournent continuellement, donc ça veut dire qu'ils s'usent continuellement, et on considère qu'il y a à peu près voilà, c'est entre 5 et 7 ans dans lequel on doit continuellement changer les machines, donc ça veut dire qu'il y a un roulement des machines et un roulement du financement qui doit être constant. Et c'est quelque chose que j'ai schématisé de la façon suivante pour que ce soit beaucoup plus simple, parce qu'il y a des immobilisations pour les prêts, c'est-à-dire que quand on crée une usine à minage, ça veut dire qu'il faut impérativement avoir derrière le réseau électrique qui va bien, les infrastructures qui vont bien, acheter les ASIC, mettre le setup et avoir des frais fixes, certes qui sont moindres que le coût électrique, mais qui sont quand même importants, surtout quand on fait des investissements massifs, comme ça a été le cas récemment. Alors, deux choses. Premièrement, c'est que on va fluctuer au niveau des cents par kilowattheure. Il faut comprendre que actuellement, pour vous donner une marge, ceux qui ont les plus bas sont à peu près à 3 cents le kilowattheure. Ceux qui sont le plus haut et encore à peu près vivants, ils sont entre 6 et 7. D'accord ? Là-dessus, j'ai pris les références quand même d'un des derniers modèles sur lequel on a quand même quelque chose des grosses performances, chose qui n'est pas représentatif de l'état général
de l'ensemble du marché. Ça, il faut bien le comprendre. Considérer qu'il y a un ensemble de parcs qui est de dernière génération, il y en a très très peu des mineurs qui ont ça, et ça veut dire qu'ils ont fait d'énormes investissements, donc ça veut dire que dans tous les cas, ils sont avec des immobilisations très fortes et des prêts très forts. Alors, moi ce que je vais vous proposer, ça va être, on va partir sur ce style-là, avec derrière une schématisation dans lequel on va prendre le coût électrique sur lequel on va rajouter 2 centimes systématiquement, qui représentent les frais d'immobilisation, les frais de production, les frais fixes, les frais de gestion, les frais de modulation, parce que des fois on n'est pas à 100% continuellement de l'utilisation, donc il faut impérativement moduler ça, et quand on fait en fait les stats, on se rend compte que c'est à peu près 2 centimes le kilowattheure de représentation sur la totalité. Alors, sur quelqu'un qui est très très bas, donc c'est-à-dire 3 centimes le kilowattheure, on considère qu'il a du coup les dernières machines, on va rajouter les frais justement de frais de fonctionnement et de renouvellement du parc. On se rend compte qu'avec l'augmentation justement de la difficulté, parce que la difficulté ne fait que augmenter à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de machines qui apparaissent sur le BTC, alors que le cours ne fait que descendre, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné on va se croiser. Et il faut comprendre qu'il va avoir un spectre qui va être différent. C'est-à-dire que là, par exemple, ceux qui sont au plus bas, à l'heure actuelle, en considérant qu'ils ont un ensemble de machines renouvelées et qui récentes, on est dans les alentours de 11 000, on va dire entre 10 000 et 12 000, dans lequel on a, on va dire, les plus résilients. Sur lequel, après, nous avons ceux qui sont entre 4 et 5 centimes le kilowattheure, sur lequel on est plus dans les alentours de 7 quand on rajoute 2, du coup, on se retrouve quand même déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, avec une marge qui est entre 15 000 et 16 000, où on est en plein dedans, d'accord, dans lequel ils sont dans leur seuil de rentabilité, ils ne dégagent pas de bénéfices, mais ils n'en perdent pas. Ça représente ceux qui sont en train d'investir massivement, qui sont majoritairement aux États-Unis, et qui sont encore sur une forme de carboné dessus, notamment au Texas, qui représente un petit peu ça. Ok, maintenant on va aller chercher ceux qui sont un petit peu plus haut, c'est-à-dire ceux qui sont toujours en carboné, qui n'ont pas forcément renouvelé énormément leur parc, donc je ne vais même pas aller chercher ceux qui sont au-dessus de 5 centimes, parce que au-dessus de 5 centimes, je considère que c'est une ineptie, mais on va aller moduler cette fois-ci les éléments qui sont au-dessus, donc des personnes qui ont des parcs moins efficients, donc sur lesquels on va augmenter la consommation électrique pour le même niveau de production. On va se retrouver sur quelque chose qui est très très haut, on est dans la barre des 20 000, on est en dessous, et donc même on peut aller un petit peu plus haut, parce qu'il y en a qui sont très endettés, où on a limite des taux d'usure qui sont appliqués, donc certainement avec, là j'ai compté 2, mais il faudrait peut-être compter même 3 pour certains, où globalement on n'est pas loin d'un coût de production à 24 000, donc on a toute une branche de mineurs, actuellement, qui sont sous l'eau, on a toute une branche de mineurs qui sont pile poil bons, et on a toute une branche de mineurs qui dégage encore des bénéfices, mais bien moindres par rapport à ce qui serait habituel. Donc là, on a une branche ici, on a une qui se trouve ici, et on a une qui se trouve ici. Clairement, plus on va rester dans cette zone-là, plus cette branche-là va disparaître, et donc ça veut dire aussi que là, on va avoir potentiellement des libérations de BTC pour pouvoir maintenir à flot les opérations. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on continue à avoir une augmentation de la difficulté du BTC. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de machines qui arrivent sur le marché. Donc ça veut dire que potentiellement, les personnes qui se trouvent ici, dans cette zone-là, continuent à lever des fonds, et enfin de façon drastique, pour augmenter leur parc, pour en même temps mettre la pression sur tous ceux qui sont ici. Parce que si on a le hash rate qui augmente, donc la difficulté du BTC, ça veut dire que tous ceux qui sont au-dessus, gagne moins, parce que forcément il y a plus de monde sur le marché, donc il y a moins de probabilité d'avoir un bloc, et donc moins de probabilité d'avoir du BTC, et donc derrière, ça veut dire que potentiellement, ici, ils ont de moins en moins de revenus. Et donc derrière, ça veut dire qu'ils vont éteindre de plus en plus de machines, et ainsi de suite, le cercle va se mettre en place, et ceux qui sont en bas vont cannibaliser ceux qui sont en haut, et c'est peut-être aussi ce qui est en train de se passer avec l'augmentation du hash rate, et c'est intéressant de voir que justement on a une cassure avec une augmentation du hash rate, il est même fort possible que suite à cette cassure, on ait une petite diminution du hash rate, et que si jamais on zone dans cette zone-là, on va avoir une nouvelle augmentation du hash rate, pour justement entraîner encore de nouveaux mineurs au fin fond pour pouvoir continuer à cannibaliser
le marché, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est mon avis. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est intéressant, justement, de voir l'analyse que vous pouvez en avoir, vous, de votre côté. À côté, nous attaquons l'analyse technique sur cette partie basse, ici, d'accélération baissière, où nous avons toujours cette accumulation de Wyckoff qui est en cours en SCAR-ST, STB, donc l'arrêt de la tendance baissière pour le Silent Climax, Automatic Rally, donc avec le rebond technique, on reteste ici la partie basse, on casse baissier pour prendre la liquidité, et actuellement nous sommes dans un STB. STB qui est plutôt structuré, hein, qui est vraiment structuré même, je dirais, quand on regarde les cassures franches qu'on a eues sur Celsius, donc 3 Hour ici, et ici on regarde sur Terra Luna, on avait des cassures qui étaient très fortes et très impulsives, avec pas mal de volume, ce qui n'est pas le cas ici, ou sur lequel nous avons quand même au niveau du STB pas mal de retravail. Si on regarde justement en 15 minutes ce qui est en train de se passer, on voit que ici on a eu une chasse à la liquidité sur lequel on a fait un short squeeze très fort, premier, deuxième, dans lequel justement on a eu ici un BCARST saut UT, donc la validation de la distribution, cassure baissière, ici retest, deuxième cassure, avec notamment prise de la liquidité qui avait été laissée ici par notamment le psy avant de repartir, donc on est sur quelque chose d'assez cohérent. Là, pour moi, au niveau de la schématique, on est en train de refaire une accélération haussière pour reprendre la liquidité, donc pour moi on est dans un retest du baissier pour pouvoir après casser baissier pour aller, pour moi, retester les 15 800, aller retester à minima cette zone-là, voire possiblement retester les 15 000 ici. Et de toute façon, on voit que le marché est en train de se positionner, je vais vous le montrer tout à l'heure au niveau de l'order flow, mais c'est des choses qui sont en train de se faire. L'autre point qu'il faut acter, c'est que nous sommes encore dans une compression, on se retrouve encore dans une compression qu'on voit au niveau du momentum du RSI et du price action, sur lequel cette compression, encore et toujours, a pour but de créer de la liquidité, parce qu'on a un marché encore en manque de liquidité, surtout avec la crise de FTX, sur lequel on a encore moins de liquidité, les personnes sont sorties majoritairement, et ne tradent plus, et en tout cas, font beaucoup moins d'actions sur le marché, donc on a des volumes qui sont en baisse totalement sur l'ensemble des différents exchanges, on a des départs de capitaux des différents exchanges, donc là-dessus, les exchanges sont mis sous pression, et justement, on se retrouve potentiellement dans quelque chose d'assez explosif. On va encore ranger pendant un certain temps, pendant quelques temps en tout cas, assez faiblement pour continuer à comprimer la liquidité avant de faire un mouvement, pour moi qui peut être un mouvement impulsif haussier pour récupérer la liquidité, par exemple cette zone-là, donc aller récupérer les shorters qui sont à découvert ici, pour ensuite shorter et casser baissier. Là, actuellement, je considère qu'on doit, à minima, retester cette zone-là pour pouvoir repartir. Parce que c'est le même principe, on aurait un SC ici, AR, ST. Moi, ce que j'attends, c'est potentiellement un ST profond, donc un retest exact de cette zone baissière-là, soit un STB pour une cassure baissière, donc ça peut être même juste une petite mèche, avant d'avoir une réaction haussière un petit peu plus forte, pour pouvoir retravailler les zones supérieures. Alors, ensuite, on se retrouve sur l'order flow sur lequel on a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place, et c'est pour ça que je vous dis que potentiellement on est en train de travailler baissier, c'est qu'on a une baisse des longues majoritairement, et là on regarde qu'on est en train de voir aussi une baisse des longues sur la totalité des comptes, et on a quelque chose au niveau de l'open interest qui range grandement. Donc ça veut dire qu'on a très très peu de levier, mais qu'on est en train de rentrer des positions actuelles, et les positions, étant qu'on a une augmentation ici des shorts, je pense que c'est des augmentations de shorts fortes, dans lesquelles on pourra avoir une cassure baissière, et si jamais on a une cassure baissière, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la totalité des comptes qui vont monter, et là on va avoir les shorts qui vont monter au niveau des top traders, et donc on s'enfoncera, et ensuite on aura une inversion qui s'effectuera, et donc là potentiellement on aura une fin d'accumulation avec une distribution des shorts qui seront en train d'être effectuées, avec potentiellement ici une augmentation de l'open interest, cassure et baisse doucement pour justement la prise de profit des shorters à découvert. Il y a encore énormément de shorts ouverts. Actuellement, le funding rate montre que sur les différents actifs, notamment les altcoins, par exemple, comme le Solana, il y a encore énormément de shorters qui sont à découvert dessus pour justement la liquidation des sols d'Alameda et de FTX, chose qui ne devrait pas arriver tout de suite à partir du moment où le dépôt de bilan a été acté. On va voir un petit peu la macro. Macro, hier, ça a été un petit retest. On a retesté la zone définie. On est reparti, on a ravalé une partie de la bougie, mais somme toute, on a quand même break baissier. Début de journée qui est plutôt positif. Mais si on regarde en une heure,
C'est pour ça que là-dessus, je suis beaucoup moins... en tout cas, pour ça que je suis un petit peu plus bearish que d'habitude, parce que si on regarde, on a quelque chose en une heure qui est quand même une belle divergence bearish qui est en train de se mettre en place sur le Nasdaq, pour potentiellement un retest baissier. Je pense qu'on va casser la résistance ici, qui était, en tout cas le support qui était mis en place ici, pour aller retester peut-être les 11 500, pour ensuite restructurer aussi, mais dans tous les cas, je pense que la journée d'aujourd'hui risque d'être un petit peu plus négative que celle d'hier, et qui me semble en même temps logique. Quand on regarde le schéma actuel, on a eu une grosse accélération aussi, donc forcément à un moment donné, on va avoir des prises de profit qui vont être faites. Là, je pense qu'on est plus dans la mise en place d'une distribution pour la prise de profit, sur lequel on va avoir derrière un travail baissier pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. SP500 pareil, sur lequel on a par contre retraillé les 0,5, on n'a pas cassé. J'aurais bien aimé qu'on casse un petit peu plus pour marquer un petit peu plus. Là c'est pareil, hein. Quand on regarde en daily on voit rien, mais quand on regarde en une heure, on voit toujours ici cette grosse divergence baissière sur laquelle on est en train de nous dire que potentiellement on va retester plus bas pour potentiellement aller chercher les 3660, sur lequel on aurait notamment un travail du cours, sur lequel après je pense que là ici on a beaucoup d'imbalance, mais on n'ira pas chercher tout de suite l'imbalance, on aura un retour haussier avant d'aller chercher potentiellement l'imbalance par la suite. Le DXY quant à lui est toujours en train de travailler, on a ravalé une partie de la bougie d'hier, d'où l'accélération haussière d'aujourd'hui, là on est en train de le voir. Je pense très clairement qu'on va continuer à monter un petit peu sur le DXY, en tout cas potentiellement aujourd'hui et demain. On risque d'avoir une fin de semaine qui risque d'être plutôt positive, avec notamment les différents chiffres qui risquent de sortir. Alors ce sont des chiffres qui ne sont pas marquants, mais qui pourraient justement donner, renforcer plutôt l'appétence du marché sur une confirmation d'une hausse, et donc du coup à ce moment on aurait une fin de semaine qui serait plus dans le vert, un DXY plus dans le rouge, et potentiellement un BTC qui s'enfoncerait début de semaine et qui se consoliderait justement sur la fin de semaine avec les marchés, enfin la macroéconomie qui s'allège un petit peu et qui diminue justement la pression baissière. Mais somme toute, si je dois résumer la situation, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt positif au niveau de la macroéconomie, on va dire crypto dans général, dans lequel le BTC est plutôt résilient. Pour rappel, je vous rappelle que là, on a eu quand même le deuxième plus gros exchange en termes de volume, qui a fait un dépôt de bilan en 36 heures, d'accord? Bon, là, on a eu quand même, oui, 2 cassures de belles bougies, mais on est en train de structurer ici. Oui, on va recasser baissier, en tout cas, moi, personnellement, c'est mon avis, mais ça n'empêche qu'on n'ira peut-être pas chercher les 10 000, comme beaucoup l'espèrent, parce que ça ferait quand même une cassure qui serait colossale, et on aurait certainement baissé beaucoup plus que là, on l'a fait. Parce que ça fait quand même déjà moins 36% par rapport à l'état actuel du plus bas qui a été effectué. Donc ça voudrait dire que là, on fait moins 40% sur l'état actuel du cours. Ça me semble quand même assez peu probable, au vu des nouvelles, même si on sait qu'il y a une contagion. On sait déjà qu'il y a une contagion, on sait déjà qu'il va avoir des impacts, et donc c'est déjà, pour moi, pricé. C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué lors de la dernière quotidienne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.